Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un territoire, à un pays de taille modeste, aux ressources naturelles plutôt rares, Djibouti. Djibouti, un exemple de territoire stratégique en géopolitique. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, on va adopter une démarche qu'on adopte traditionnellement, c'est-à-dire que pour comprendre l'influence et le rôle géopolitique d'un pays ou d'un territoire, on essaye de comprendre la nature de ce pays, et notamment, on l'a vu, on a placé l'insistance sur la question stratégique. Alors quels seraient les éléments clés de la dimension stratégique de Djibouti aujourd'hui? Oui Olivier, vous avez totalement raison de souligner que c'est un exercice un peu convenu. Néanmoins, je le crois d'autant plus nécessaire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de Djibouti euh, telles qu'on va être amené à les décliner et qui vont nous permettre de mieux comprendre la thématique qui consiste à comprendre l'importance stratégique de Djibouti. Afin de mieux saisir cette importance stratégique, on va d'abord s'inscrire assez rapidement dans un cadre historique, puis géographique. On va ensuite s'évertuer à énumérer assez rapidement quels seraient les axes principaux en termes d'économie, de démographie et de superficie. Et en dernier lieu, quelle serait la logique principale telle qu'on la dénomine le carrefour stratégique. Et évidemment, ce terme de carrefour stratégique est très important. Alors, en termes d'histoire, je crois que la date clé ou la date pivot, c'est bien sûr la date qui a permis à la République de Djibouti d'être indépendante. C'est la date où Djibouti a proclamé son indépendance, le 27 juin 1977. D'abord, on remarquera que cette date est relativement récente, et c'est assez intéressant à mettre en évidence, puisque bien sûr, afin de répondre à notre thématique, on va s'inscrire à partir de cette date pour voir quelles seraient les différentes modalités qui auraient pu influencer la dimension stratégique de Djibouti. Le deuxième point, pour nous permettre de mieux comprendre la situation, c'est de resituer Djibouti dans son contexte géographique. Les trois pays limitrophes, successivement, sont l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, ce qui permet de bien situer la République de Djibouti dans la corne de l'Afrique. Peut-être plus intéressant dans notre thématique, Olivier, c'est le fait de soulever d'abord la superficie de cet État qui est d'environ 23 200 km². Et on voit bien, je m'empresse de le dire, que c'est une superficie relativement modeste, puisqu'avec cette superficie, Djibouti est environ 166e au classement des États dans un ordre de grandeur sur la superficie. Et il y a un certain nombre d'éléments qui viennent corroborer cette relative modestie. D'abord, c'est la taille de la population, environ d'1 million d'habitants, mais c'est aussi le produit intérieur brut en termes d'économie, puisque le produit intérieur brut est estimé aux environs de 4 milliards de dollars. C'est relativement modeste. Je m'empresse en guise de précision supplémentaire que de dire qu'en fait, la République de Djibouti est assez dépourvue de ressources en matières premières, et donc elle ne peut pas compenser cette relative modicité en termes de taille et de superficie par l'exploitation de ressources. On pense notamment à d'autres États de la péninsule arabique, comme le Qatar ou le Koweït, qui, eux, disposent de très très grands gisements et qui donc, effectivement, peuvent totalement, en réalité, se propulser sur la scène géopolitique grâce à ces gisements. Néanmoins, malgré le fait que l'ensemble de ces éléments pourraient nous laisser à penser que Djibouti devrait rester un acteur relativement modeste en termes de géopolitique, il y a un point essentiel qui va venir contrebalancer l'ensemble de ces paramètres. C'est ce que j'ai envie d'appeler le carrefour stratégique. Parce qu'en fait, si on n'y fait plus attention, Djibouti est en situation sur un détroit fondamental. On le voit bien d'ailleurs, c'est sur le littoral ouest de ce détroit. Or, ce détroit est à la fois l'accès qui permet, via la mer Rouge, le canal de Suez, d'arriver à la Méditerranée. Et si on se met dans une démarche plus septentrionale, qui nous amène sur le golfe d'Aden, sur l'océan Indien et sur le Pacifique, et ce qui est important à souligner de surcroît, c'est que par ce détroit, il y aurait environ 40% du convoi maritime ou du commerce maritime qui serait amené à acheminer. Et dernier point, c'est d'autant plus important que si, Olivier, vous ne passez pas par ce détroit, vous êtes obligé de passer par le cap de Bonne-Espérance et de faire tout le tour par l'Afrique. Donc en fait, c'est cet aspect-là en particulier
qui va nous amener à comprendre que la République de Djibouti est effectivement un acteur essentiel en termes de stratégie géopolitique. Pour poursuivre, axe de réflexion géostratégique, oui, notamment, on le voit de façon manifeste avec la présence de forces armées étrangères sur le territoire. Est-ce qu'on pourrait d'abord commencer par décliner quelles sont les puissances étrangères qui sont présentes par le biais de l'armée à Djibouti? Vous avez totalement raison, Olivier, de nous conduire à regarder cet aspect en particulier, même s'il peut paraître de prime abord un peu anecdotique. Parce qu'en fait, ça fait de Djibouti non seulement un exemple rare, mais on peut presque même considérer très singulier en géopolitique. En effet, les occasions, les circonstances dans lesquelles plusieurs contingents armés d'États différents seraient présents sur un même endroit sont très très rares. Donc, avant d'être amené à les présenter pour les principaux, j'aimerais revenir sur ce point, si vous m'autorisez, parce qu'en règle générale, on a un contingent d'une force armée étrangère qui peut être présent sur un territoire, soit à la demande du territoire, par exemple, soit parce que, en réalité, la puissance étrangère cherche à exercer un moyen de pression ou d'impérialisme, pour utiliser des termes assez classiques, ou pour la combinaison des deux. Et on peut de temps en temps avoir des combinaisons de forces armées dans le cadre de coalitions internationales. Je pense par exemple à la campagne en Irak d'août 1990 à février 1991. Mais là, c'est très singulier parce qu'en fait, on a la mise en place de contingents de forces armées étrangères qui sont concomitants ou contigus dans un même espace et qui s'inscrivent dans le temps. Et parmi celles-ci, les trois principales sont les forces armées françaises, américaines et chinoises. Et ce qui va être assez intéressant, me semble-t-il, Olivier, c'est qu'on va pouvoir être amené à les décliner par leur présence de façon chronologique, parce que non seulement leurs différentes composantes vont peut-être nous permettre de mieux répondre à la question telle qu'on se la pose, les effectifs, les matériels déployés vont montrer peut-être l'importance de Djibouti, mais surtout la chronologie va nous montrer la montée en puissance et l'installation de ces différents États, ce qui va déjà être un axe assez révélateur par rapport à la thématique telle qu'on souhaite l'aborder ensemble. Oui, c'est intéressant historiquement de comprendre pourquoi un État va s'installer à Djibouti, donc ça permet de comprendre le contexte géopolitique de l'époque, mais ça permet aussi de voir par l'installation successive de différents pays quels sont les rapports de force au niveau international aussi. Si on remonte historiquement, si je ne fais pas erreur, c'est la France qui s'est installée à Djibouti la première. C'est exactement ça. Alors en fait, on pourrait presque même dire que la France est restée, puisque je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, la France a cherché à s'installer davantage dans cette région. C'est assez intéressant à souligner, parce que déjà par rapport à la présence de l'empire colonial dans le monde à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les Français considéraient que c'était un passage obligé pour amener ensuite sur l'océan Indien et sur le Pacifique. Donc c'est bien dans la continuité de nos propos précédents. Et en fait, après l'indépendance, ou la proclamation de l'indépendance de la République de Djibouti, le 27 juin 1977, en accord avec le gouvernement de la nouvelle République de Djibouti, les forces françaises sont restées sur place parce qu'on considérait que c'était un gage de sécurité, tel que la République de Djibouti d'ailleurs le demandait à la France. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui le contingent français tourne autour de 1450 hommes. Donc ça veut dire que les Français sont encore très présents. Il y a un autre facteur qui est intéressant à souligner, c'est que les Français ont la responsabilité de coordonner les vols et les missions sur l'aéroport ou sur l'aérodrome de Djibouti. Donc on voit bien que ça, c'est quand même une mission, là aussi, stratégique, et que ça donne toujours une importance au contingent français. Et d'ailleurs, il y a des accords qui ont été mis en place au début du XXIe siècle et qui ont l'air d'entériner sur le long terme la présence du contingent français. Donc ça, c'est pour l'ensemble, on va dire, des aspects qui seraient plutôt à mettre au crédit de la présence française. Du point de vue français, je m'empresse de le dire. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants et qui vont peut-être amener à avoir une grille de lecture un peu plus nuancée. D'abord, on est bien obligé de constater que le contingent français a pratiquement été divisé par deux, notamment depuis le début du XXIe siècle. Et là, de ce point de vue-là, il y a un point qui est assez symptomatique, c'est que la présence emblématique de la Légion étrangère à Djibouti s'est effacée, puisque la Légion étrangère est partie de Djibouti et donc n'est plus sur place. Ça, c'est la première chose. Donc on a un effectif français qui tend à s'amenuiser. Et en plus, dans la continuité de nos propos,
et ça va prendre de l'importance par rapport aux autres acteurs tels qu'on va être amené à les expliquer par la suite, les entreprises françaises se sont fait assez rares suite à l'indépendance de Djibouti. Et on voit bien que, tant en termes d'investissement qu'en termes d'initiative, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu légitimement s'attendre, les entreprises françaises n'ont pas profité de l'histoire ou de l'historicité de la présence française. On peut même dire que ça a plutôt été le contraire. Il y a plutôt, pour différentes raisons qui seraient peut-être trop longues à expliquer ici, et qui sont nombreuses et variées, les Français ont plutôt eu tendance à s'éloigner du territoire de Djibouti, alors qu'il y avait une demande assez forte. Et ce qui est assez intéressant à souligner dans la prolongation de ce qu'on est en train de dire, c'est que ces entreprises françaises n'ont pas été remplacées par des entreprises de l'Union européenne. Donc là, on est en train de mettre en évidence que s'il y a plus d'acteurs internationaux présents, en tout cas, ce n'est pas forcément les Français ni les Européens, tels qu'on aurait pu le pressentir au départ. C'est plutôt d'ailleurs les Américains dans le camp occidental qui vont augmenter leur présence de par des facteurs assez nouveaux au XXIe siècle. Oui, donc on en vient au deuxième acteur, justement, les États-Unis qui sont présents à Djibouti et qui auraient des objectifs géopolitiques tout à fait différents de ceux de la France. Oui, alors là, on a déjà Djibouti qui est un révélateur de l'évolution des relations internationales, ce qui corrobore bien le sentiment tel qu'on cherche à le dresser sur notre thématique initiale. Parce que pour dire clairement les choses, il est évident que les Américains ont commencé à s'intéresser beaucoup plus à la République de Djibouti à partir du 11 septembre 2001. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu essentiellement la République de Djibouti comme une base avancée de lutte contre ce que les États-Unis appellent la guerre contre le terrorisme, et notamment des raids évidents sur la Somalie et le Yémen. D'ailleurs, il y a une preuve essentielle de ce qu'on est en train d'avancer. Dans la République de Djibouti, il y a une base de drones. Les drones sont bien sûr ces matériels militaires volants qui non seulement permettent une meilleure observation de l'adversaire ou des mouvements, mais même de frapper. Maintenant, on a des drones qui permettent de bombarder. On l'avait dit lors de certaines de nos séances précédentes. Et on voit bien qu'il y a une montée en puissance du contingent américain qui a été très très importante après le 11 septembre 2001. Cette présence américaine est importante. On le voit bien magnifié par le nombre ou le contingent des troupes américaines, puisque si les Françaises sont à peu près 1450, les Américains, eux, sont au nombre de 4000. Donc là, on voit bien que leur contingent est très important. Et ce qui est assez intéressant à souligner dans la suite de notre logique telle qu'on cherche à la mettre en avant, c'est que les Américains eux-mêmes ne pensaient être là qu'à titre provisoire ou dans un court terme. Or, en fait, ils ont prolongé leur présence dans un accord qui a été mis en place avec le gouvernement de Djibouti en 2014, sur un plan de plusieurs décennies. Donc on voit bien que là, maintenant, ils s'inscrivent dans le long terme, ce qui n'était pas évident. Et il y a un autre aspect qui est assez intéressant à souligner, c'est que les Américains se sont targués d'être les fournisseurs importants ou principaux importants des forces de sécurité à Djibouti, et ils ont accéléré les fournitures des forces de sécurité de Djibouti, parfois même en anticipant les paiements. Et ça, c'est assez intéressant. D'une part, parce que ça prouve que les États, on va y revenir, dans un premier temps, investissent plus qu'ils n'attendent de retombées économiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faudra revenir en conclusion. Mais surtout, si les Américains font ça, c'est parce qu'ils cherchent à anticiper la montée en puissance d'un troisième acteur qui s'est fait de plus en plus présent et dont on sent bien qu'il ne souhaite pas trop que justement sa présence s'amplifie dans le temps. Oui, ce troisième acteur, c'est la Chine. Alors, si on voit bien les objectifs géopolitiques des États-Unis, ce qui les a amenés dans la région, quels sont les objectifs de la Chine? Ce qui est assez intéressant, Olivier, à travers la question que vous posez, c'est qu'afin d'y répondre, il faut appréhender deux aspects. D'abord, quelles seraient les modalités des actions chinoises, ce qui nous permettra dans un deuxième temps de peut-être effectivement mieux comprendre quelles sont les logiques que la Chine poursuit en s'implantant davantage dans la République de Djibouti. Alors, la première dimension de l'intervention chinoise est une dimension assez classique, telle qu'on l'aperçoit à travers la République populaire de Chine depuis 15 à 20 ans, à savoir c'est le levier économique, c'est assez classique. On voit bien que les Chinois investissent considérablement en République de Djibouti, et pour donner un ordre de grandeur, l'ensemble cumulé des investissements chinois aujourd'hui serait environ d'1 milliard de dollars, ce qui évidemment est très important, surtout si on le rapporte à nos propos initiaux, dans lesquels on disait bien que le PIB
de la République de Djibouti était de 4 milliards. Donc on voit bien que quand on compare le PIB de la République de Djibouti avec la totalité des investissements chinois, on voit bien que c'est presque le pourcentage qu'on peut facilement faire par un calcul mathématique rapide. 1 milliard, 4 milliards, on voit bien que là, il y a une dépendance dont les Occidentaux ont assez peur, d'ailleurs, si vous me permettez de rajouter ce point, de plus en plus accrue, d'un point de vue économique, de Djibouti envers la Chine. Mais il y a beaucoup plus intéressant que ça. Les Chinois ont inauguré le 1er août 2017 une base militaire à Djibouti. Somme toute, cet aspect pourrait paraître là aussi relativement anecdotique. Ça ferait quand même déjà au moins une 3e base militaire. Mais là où l'événement me paraît particulièrement important, c'est qu'il faut rappeler que c'est la première fois que les Chinois installent une base militaire à l'extérieur de la Chine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Or, c'est à Djibouti qu'ils le font. Donc, le simple fait de rappeler que les Chinois, pour la première fois, installent une base militaire, donc ce qui est déjà suffisamment important à souligner. Et là, l'idée, pour répondre totalement à votre question, c'est que la Chine veut être reconnue définitivement comme une puissance majeure en géopolitique, ça c'est très clair, qui épouse la totalité des forces de la géopolitique, non seulement l'économie, mais le militaire. Et on voit bien que d'ailleurs, on s'inscrit dans une démarche qui est dans la continuité et des routes de la soie d'un point de vue économique et de la stratégie du collier de perles qu'on avait déjà eu l'opportunité d'évoquer dans certaines de nos séances précédentes. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant par rapport à notre thématique, c'est que pour que la Chine choisisse Djibouti comme le territoire sur lequel elle installe sa première base militaire, c'est un aveu tout simplement édifiant. Ça prouve bien l'importance de Djibouti en termes de géopolitique. Alors, quand on repense à la taille du territoire, quand on pense au PIB, PNB, quand on voit les investissements, que ce soit humains, militaires ou économiques, qui sont engagés, c'est étonnant de voir ce rapport-là établi. Est-ce qu'il y a d'autres puissances étrangères qui sont ou qui souhaiteraient être présentes à Djibouti? Alors ça aussi c'est intéressant, et peut-être que ça va nous conduire d'ailleurs à, en guise de conclusion, mieux comprendre la portée réelle de Djibouti. Il y en aurait plusieurs. Alors si vous me permettez, je vais en citer deux, parce que je considère qu'après les autres sont quand même plus anecdotiques. Mais il y aurait la présence de soldats japonais, dans un premier temps, et il y aurait la présence, ou plus exactement, le souhait tel qu'il a été formulé par les Russes, que d'être présent, parce que pour l'instant ça ne s'est pas concrétisé, mais ça aussi c'est assez intéressant. Je reviens un instant sur la présence japonaise. D'abord, le contingent japonais, c'est vrai, n'est à peu près que de 200 hommes. Donc on pourrait nous faire remarquer que c'est un contingent dont les modalités sont tellement mineures que c'est un peu étonnant que d'y faire attention. Pourtant, c'est assez révélateur d'un certain nombre de points là aussi. La mission de ce contingent japonais, qui est en lien parfois avec un certain nombre de navires d'ailleurs de la flotte japonaise, consiste principalement à lutter contre la piraterie. Et ça, c'est un premier aspect qui est très intéressant, parce que ça met en évidence spontanément le fait que cet endroit, aussi stratégique soit-il, n'est pas en situation de sécurité et connaît même une insécurité croissante. Ça veut dire que l'ensemble des pays limitrophes de la région sont dans l'incapacité, en fait, d'assurer la sécurité. Et il y a un deuxième aspect que ça met en évidence, c'est que les tensions sont croissantes dans la région. Et donc on commence à subodorer, ce sur quoi je souhaiterais revenir dans ma conclusion très rapidement, sur le fait que Djibouti est peut-être une sorte de curseur sur l'état de tension des relations internationales, parce qu'en fait, plus les tensions sont importantes dans les relations internationales, plus finalement on les ressent de façon palpable à Djibouti. Donc ça déjà c'est intéressant. La demande des Russes est aussi intéressante, Olivier, même si elle n'a pas abouti. Et on peut déjà dire qu'elle n'a pas abouti, d'abord parce qu'on peut raisonnablement souligner que le territoire de Djibouti commence à être assez étroit. Français, Américains, Chinois, Japonais, certaines missions de l'ONU, on commence à se rendre compte quand même que sur 23 200 km², ça commence à être assez exigu. Mais on se rend bien compte aussi que certainement les Occidentaux n'ont pas vu totalement la demande russe de façon favorable et qu'ils n'ont pas dû totalement aider à l'implantation des Russes, qui d'ailleurs se sont efforcés plutôt de se mettre ailleurs en Méditerranée. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ça renforce la grille de lecture telle qu'on l'a, parce que ça montre bien que les Russes
dans leur politique traditionnelle d'accès aux mers chaudes, que là aussi on a vu l'opportunité d'évoquer sur notre séance avec la Russie de Vladimir Poutine, avaient bien cherché à s'installer à Djibouti, ce qui ne fait que renforcer l'aspect stratégique de Djibouti. Fabrice, on voit que le paradoxe qu'on aurait pu pointer, un petit territoire économiquement relativement mineur, peut avoir une influence géopolitique majeure, être un territoire stratégique, donc c'était la question que nous étions posée. Maintenant qu'on a énuméré, qu'on a vu l'influence des puissances étrangères, la volonté d'implication dans la région, est-ce qu'on pourrait décrire quelles sont les logiques qui pèsent aujourd'hui sur Djibouti comme rôle stratégique? Oui, dans le cadre de notre thématique, c'est effectivement l'aspect qui me paraît le plus prépondérant, le plus important. Et il y a, à mon sens, au moins 3 grandes dynamiques qu'on peut mettre en évidence sur cette thématique et qui me semblent particulièrement opportunes dans cette deuxième décennie du XXIe siècle. Tout d'abord, j'ai le sentiment que la première logique telle qu'il faudrait qu'on la mette en évidence ou en exergue, c'est le fait que malgré les modicités de sa taille ou de l'économie, comme vous avez raison de le rappeler, Djibouti est donc fondamental et ça doit nous rappeler, Olivier, ça je pense que c'est très important, que trop souvent, on est omnibulé aujourd'hui par les questions de ressources en matière première ou ressources énergétiques et les questions économiques. Or là, on voit bien que nonobstant ces aspects, Djibouti, c'est pratiquement l'un des territoires les plus importants au monde, tel que les puissances l'aperçoivent. Souvent en cours, je suis amené à dire à mes étudiants, c'est ce que j'appelle, si vous me permettez, du nom du film assez célèbre en 2009, qui va être éponyme, le réflexe Avatar. C'est-à-dire que dans ce film, ça m'est toujours un peu surpris, on part à l'assaut carrément d'une planète entière, avec la seule mission que d'essayer d'en piller une ressource ou une matière première. Et on voit bien que c'est une sorte, ça revient très souvent, d'omnibulation à l'heure actuelle. Chaque fois qu'on est dans un cadre de questions géopolitiques, on a l'impression que les interlocuteurs, souvent les médias d'ailleurs, sont omnibulés par, notamment c'est un grand classique, le pétrole, est-ce qu'il y a du pétrole, combien il y a de pétrole. Je pense que c'est important, c'est une grille de lecture, mais c'est loin d'être la seule. Et à force de n'appréhender que celle-ci ou de ne considérer que celle-ci, on finit par oublier des choses fondamentales, comme par exemple, justement, c'est la phrase qu'on a souvent répétée de Napoléon, la politique d'un État réside dans sa géographie, c'est la géographie, le carrefour stratégique de Djibouti, qui fait que c'est un État qui est incontournable, nonobstant sa démographie ou ses ressources en matière première. Ça, c'est un premier point qui me paraît fondamental. Il y a un deuxième point qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait percevoir Djibouti comme un thermomètre, le terme n'est pas forcément très élégant, ou comme un curseur des relations internationales. Parce qu'en fait, dans la description qu'on a fait précédemment, ce qui est assez intéressant à peut-être amplifier dans ce qu'on a souhaité mettre en évidence, c'est qu'en fait, il y a un nombre d'États toujours plus important qui est présent, et les effectifs sont toujours plus importants. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de décliner les effectifs chinois, ils sont aux alentours de 2000, mais en réalité, les Chinois ont construit des logistiques en termes de ports et en termes de bases, telles qui pourraient multiplier par 5 les effectifs. On considère que les Chinois pourraient être à hauteur au moins de 10 000 hommes. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement le nombre de puissances augmente dans le temps, mais que le nombre des effectifs augmente. Et donc on a l'impression qu'en fait, quand on observe Djibouti, on peut plus ou moins sentir si les relations internationales se tendent plus ou sont plus apaisées. Et ça, c'est pas neutre. Et puis, il y a un troisième point, c'est que c'est la nature même des relations internationales qui nous sont plus compréhensibles par l'intermédiaire de Djibouti. Parce que si on regarde cet État, encore une fois, qui est né à la fin des années 70, si on regarde les différentes modalités pour lesquelles on s'est installé à Djibouti, on était de prime abord, d'abord dans des grilles de lecture relativement classiques, c'est-à-dire post-guerre froide, la fameuse décennie des années 90. En gros, on sortait d'un monde de décolonisation, d'un monde de guerre froide, dans une grille de lecture où les États-Unis risquaient d'être une puissance plutôt unique, l'hyperpuissance, telle qu'on avait souvent eu l'occasion de reprendre le terme de Hubert Védrine. Et on a basculé d'un monde post-guerre froide, de fin de colonialisme et de situation d'unilatéralisme des États-Unis, à un monde plutôt après ou post-11 septembre 2001,
dans lequel il y a une montée ou une résurgence des nationalismes et des antagonismes, et plutôt une mise en concurrence accrue des puissances, telle qu'on l'a connue un peu au début du XXe siècle, si vous me permettez de faire une comparaison, Olivier. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire que, beaucoup plus qu'un curseur, Djibouti, c'est le cœur des relations internationales, et que l'évolution des battements de ce cœur, ou l'évolution des fréquences de ce cœur, nous montre bien quelle est l'évolution des tensions des relations internationales. De ce point de vue-là, j'ai le sentiment qu'on ne saurait trop que conseiller à nos auditeurs que d'être très attentifs à ce qui se passe dans la République de Djibouti sur les prochaines décennies à venir. Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette belle image du battement de cœur. Merci Fabrice. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir encore suivis pour un nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Je vous dis à très bientôt.